Ce soir à l'émission, Jeux du Québec, l'organisation blainvilloise à la recherche de bénévoles. Entre autres, on a besoin de préposés à l'alimentation pour encadrer et superviser les jeunes qui font leur boîte à lunch le matin. Stan, un atout précieux pour la DPJ des Laurentides. Stan a accompagné une adolescente qui est anxieuse, timide, puis qui avait été victime d'intimidation à l'école. Et la 29e classique des mères rapporte 75 000 $. Les hôpitaux ont besoin sincèrement de beaucoup d'argent. En entrevue, je reçois Priscilla Lamontagne qui nous parle de la première politique de développement durable à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. On va essayer de miser sur une politique environnementale qui va nous permettre de poser les bons gestes qui vont avoir le plus d'impact. Je m'entretiens également avec Anne-Sophie Mona à propos d'une consultation sur les aires à protéger dans le cadre du Plan Nature 2030. Pour atteindre cette cible-là, le gouvernement a lancé un grand appel à projets. Enfin, Maude Pilon-Bernier nous propose un reportage sur la Coupe ASB qui regroupait 90 équipes de soccer la fin de semaine dernière à Blainville. C'est ce qui manquait un peu à l'AS Blainville, un tournoi majeur pour justement offrir à nos jeunes chez nous. Bienvenue à Accès local. Mercredi 24 septembre 2025, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Jonet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Clara, les Jeux du Québec à Blainville, ça s'en vient, ça aura lieu l'hiver prochain. Où est-ce qu'on en est dans les préparatifs? D'après le comité d'organisation des Jeux, on en est maintenant à l'étape de mettre en branle tout ce qui a été planifié et décidé sur papier au cours des derniers mois, que ce soit pour le transport, la sécurité ou l'alimentation, par exemple. On me disait qu'il y avait vraiment eu un avant et un après Trois-Rivières, soit la dernière finale des Jeux du Québec qui se sont déroulés cet été. Maintenant, les prochains sur la liste, c'est Blainville, donc pour la 60e édition de l'événement. Ce sont 3000 athlètes entre 12 et 17 ans qui participeront aux épreuves sportives du 27 février au 7 mars prochain. Et la semaine dernière, le comité organisateur a lancé sa campagne de recrutement des bénévoles. Oui, exact. Ce sont 2500 bénévoles qui sont en demande qui sont demandés en fait pour l'événement. Depuis la mise en candidature de Blainville comme ville hôte de la finale, l'organisation a pu compter sur 1500 volontaires déjà. Pour ce qui est des tâches qui seront disponibles lors de la compétition, je vous laisse écouter Fanny Tremblay, directrice administrative, ressources humaines et bénévole du comité organisateur. Entre autres, on a besoin de préposés à l'alimentation pour encadrer et superviser les jeunes qui font leur boîte à lunch le matin pour par la suite se diriger sur leur site de compétition. On a besoin également de bénévoles à la centrale d'appel pour répondre aux urgences, coordonner le transport également. On a besoin de bénévoles pour nous aider à diriger les familles, les spectateurs, spectatrices dans le stationnement vers les bons lieux. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les âges aussi. Alors, pour ceux et celles qui sont intéressés, il est possible de s'inscrire pour devenir bénévole par le biais du site Internet des Jeux du Québec à Blainville. Il faut avoir 14 ans pour participer. Madame Tremblay nous explique les profils de bénévoles qui sont recherchés pour l'occasion. On recherche tant des retraités, des hockey-moms qui auraient du temps. C'est pendant la semaine de relâche également. Donc, des familles qui veulent s'impliquer, des entreprises aussi qui cherchent une activité de mobilisation, qui veulent mobiliser leurs équipes pour redonner à une bonne cause, redonner aux jeunes, redonner au sport également. On va changer de sujet, Clara. On va parler de Stan, qui est le chien d'assistance de la DPJ des Laurentides. Oui, parce que ça fait 2 ans que Stan est en service. Maintenant, je suis allée à la rencontre des personnes à l'origine du projet pour voir l'effet du travail de Stan sur le terrain. C'est 120 jeunes de 18 ans et moins que la Bernois aurait aidé depuis le début de son contrat. Et quel est son boulot à ce sympathique Stan? Alors, il est là pour accompagner des jeunes qui traversent des moments difficiles. Par exemple, au tribunal, Stan peut soutenir un enfant qui doit aller témoigner. Martine Lasselle, agente de relations humaines au CIS des Laurentides et maîtresse de Stan, nous donne un autre exemple de comment le chien peut apporter du réconfort aux jeunes dans le besoin. Stan a accompagné une adolescente qui est anxieuse, timide, puis qui avait été victime d'intimidation à l'école. Il l'a accompagnée pour la rentrée scolaire. Fait qu'il est allé avec elle assister à ses cours, dans les pauses, puis tout ça. Et quels sont les autres effets positifs du travail de Stan dans son milieu? Alors, c'est prouvé que la zoothérapie peut réduire le taux de cortisol, l'hormone de stress dans le corps. Donc, dans ces moments plus ardus, Stan peut apaiser les jeunes. On écoute à nouveau Madame Lasselle à propos de l'effet que le chien a sur les enfants et les adolescents qu'il rencontre.
On voit des sourires chez les enfants puis les parents automatiquement, parce que ça vient comme tout changer l'atmosphère de la rencontre puis de la situation quand Stan est là. Les gens sont contents de le voir, ils vont vers lui, ils le flattent. Ça donne comme l'impression que le trauma est moins grand parce que quand Stan part, bien, les enfants sont contents, ils le flattent. Je remets aussi un toutou à l'effigie de Stan à l'enfant qui a accompagné. Ça fait que c'est des enfants qui repartent chez eux avec pas juste le souvenir du moment difficile qu'ils ont passé, mais aussi d'avoir joué avec un chien, d'y avoir fait faire des tours. Donc, Stan, c'est un chien Mira, un labernois noir, comme vous pouvez voir, qui a été formé pour l'accompagnement psychosocial. Lui aussi a beaucoup appris durant ces 2 dernières années de travail. Stan, il est de plus en plus enjoué, il donne beaucoup de bisous, il est calme quand c'est le temps, puis il joue avec les enfants aussi quand c'est le temps. Là. Fait que oui, il est de plus en plus habitué, il connaît de plus en plus son milieu, il est à l'aise. C'est un chien qui a une super grande mémoire aussi, il retient le nom des jeunes qui accompagnent rapidement, il reconnaît les enfants, il reconnaît leur nom. Donc, ça fait 2 ans, Clara, que le projet est en marche. Est-ce que ça va se poursuivre? Oui, le financement du projet est encore prévu pour les 3 prochaines années. C'est la Fondation Jeunesse des Laurentides qui propulse l'initiative, donc une toute nouvelle organisation, née de la fusion de la Fondation Centre Jeunesse des Laurentides et de la Fondation André Boudreau. À la base, c'est une somme de 45 000 $ qui a été amassée pour le projet de Stan par l'Académie La Fontaine lors de leur événement de levée de fonds, la Course de l'Espoir. Je vous laisse avec Benoît Duplessis, vice-président de la Fondation Jeunesse des Laurentides. Le projet nous a été présenté par Martine et son équipe. On trouvait ça vraiment intéressant qu'un jeune qui doit aller témoigner en cours ne soit pas seul, soit accompagné d'un animal. Et puis Stan, bien, ce qui est bien, c'est que là, l'enfant peut se souvenir de Stan plus que de son intervention au niveau d'un interrogatoire puis tout ça. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de la classique des mères. À plus tard, Claude. Odyssène est en nomination dans la catégorie équipe de diffusion de spectacle de l'année dans le cadre du Gala de la disque de l'industrie qui se tiendra le mercredi 5 novembre. Cette distinction survient alors que l'organisation célèbre son 40e anniversaire d'existence. Cette nomination s'ajoute à la récente obtention du prix Rideau du diffuseur de l'année 2025. Chaque année, Odyssène orchestre plus de 300 représentations et accueille plus de 130 000 spectateurs dans les salles de la région. Dans le cadre de la Semaine de la municipalité, les villes du Québec étaient invitées à présenter les services et les projets qu'elles déploient au profit de leurs populations respectives. Au cours des derniers mois, par exemple, la ville de Blainville a procédé à des travaux majeurs pour améliorer les infrastructures sportives et communautaires, comme le centre Guy Frigon et l'Arena. De plus, 8 surfaces de pickleball ont été aménagées près du parc Maurice-Tessier. Finalement, une piste cyclable a été aménagée dans le secteur industriel de la rue Homer-de-Serres pour encourager le transport actif et durable. La ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac vient de se donner sa toute première politique de développement durable, un document de 6 pages adopté lors de la séance régulière du 10 septembre. Pour en parler, je reçois Priscilla Lamontagne, conseillère municipale et membre de la Commission en environnement et mise en valeur des espaces verts. Madame Lamontagne, bonsoir. Bonsoir. Alors, le geste que vous avez posé le 10 septembre, c'était de vous donner un cadre de référence, de faire ce qu'on appelle un énoncé d'intention. Il y a 4 grandes orientations dans cette politique. Je vais vous laisser nous les présenter, mais juste avant, dites-moi, quelle a été en amont la réflexion du conseil municipal? Quels sont les constats que vous avez faits qui vous ont donné envie de la documenter, cette réflexion-là? Bien, on s'est rendu compte dans les 4 dernières années qu'on avait énormément de cheminées en tant que municipalité pour aller vers des pratiques plus environnementales, mais que malgré tout, il manquait encore à certains moments, à certains endroits, des gestes clairs à poser. Donc, on s'est dit, on va faire une analyse, on va regarder quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, puis on va essayer de miser sur une politique environnementale qui va nous permettre de poser les bons gestes qui vont avoir le plus d'impact concret pour les gens. Il y a 4 grandes orientations. Quelles sont-elles? Une orientation qui était très importante pour nous, c'est l'orientation de gouvernance. Ouais. Ça nous permettait de justement s'assurer que tous les services étaient impliqués dans la politique, que tout le monde la comprenait, qu'on s'assurait aussi d'avoir un leadership, pas seulement à l'interne, mais au-delà des frontières de la ville, parce qu'on souhaite faire preuve de briller, tu sais, dans le milieu environnemental, dans le milieu municipal, et pas seulement suivre un peu les grandes tendances. D'accord. Quand on parle de promotion de l'équité sociale dans un dossier comme celui-là, qu'est-ce qu'on veut dire exactement?
Bien, ce qu'on veut dire, c'est que l'environnement, c'est ce qui permet d'avoir un cadre de vie qui va être juste et équitable pour tous. Donc, plus on propose un environnement sain, plus on s'assure que les populations les plus vulnérables, par exemple, ou comme les aînés, les enfants, vont grandir équitablement. Donc, il y aura moins d'écart entre les personnes qui ont plus de besoins dans la société puis les gens qui ont peut-être plus de privilèges. D'accord. Bon, l'environnement, le développement durable, ça a été au cœur du discours politique des dernières années. On sent là qu'il y a un petit recul, un certain effritement de ces valeurs-là, particulièrement au palier de gouvernement supérieur. Hein. Est-ce que vous sentez que les villes, en ce moment, sont peut-être un des derniers bastions pour la défense et la préservation de nos milieux de vie? Absolument. Oui. Je pense qu'on nous en demande beaucoup en tant que municipalité, malgré que parfois on n'a pas les moyens ou les pouvoirs de faire toutes les actions qu'on nous demande. Par contre, je sais qu'il existe énormément de conseillers et conseillères, maires et mairesses partout au Québec qui sont très préoccupés par l'environnement, puis c'est aussi parce que la qualité de l'environnement puis la qualité de notre résilience au changement climatique a d'énormes conséquences sur nos villes. On peut parler d'inondations, on peut parler d'îlots de chaleur, par exemple. Ce sont des choses qu'on vit au quotidien, là. Donc, on veut, en tant qu'élu, s'engager. Je pense qu'il y a énormément d'élus au Québec qui veulent s'engager dans la voie du développement durable. Et est-ce que les villes sont, selon vous, suffisamment armées ou comment peuvent-elles être mieux armées pour faire face à la gourmandise des promoteurs, des entreprises, même des décisions sans appel du gouvernement? Là, on vient d'avoir un exemple à Blainville avec le dossier de Stablex et de la Grande Tourbière. Comment on peut se donner des outils, là? Ben, je pense qu'il faut d'abord respecter les pouvoirs des villes puis leur responsabilité de s'occuper de gérer leur propre territoire. Par exemple, dans le cas de Blainville, la ville devrait pouvoir avoir le plein pouvoir sur son territoire. Et aussi, ben, c'est évidemment des questions d'argent. Tu sais, si on veut faire des projets, on veut mettre de l'avant des initiatives innovantes en environnement, mais que le financement n'est pas là, on peut pas compter seulement sur les moyens de financement actuels pour financer des projets qui vont vraiment nous mettre de l'avant puis nous amener ailleurs au point de vue environnemental. Ce qui fait qu'une politique prend son sens, c'est son plan d'action. C'est pour quand ce plan-là? Là, on commence là, tranquillement. C'est sûr que là, avec les élections municipales qui arrivent, on prend une petite pause, puis aussitôt qu'on va traverser de l'autre côté, on va enclencher le processus de plan d'action pour nous permettre de mettre des mots, des actions concrètes sur nos intentions. Bien, écoutez, en terminant, je mentionne qu'on peut facilement consulter cette politique de développement sur le site web de la municipalité. Madame Lamontagne, merci d'avoir été là. Ça me fait un grand plaisir. La Société de protection des forêts contre le feu rappelle que le risque d'incendie de forêt demeure bien présent, même en automne. Les activités liées à cette période, comme la fermeture des chalets, la chasse ou le brûlage de feuilles mortes et de résidus végétaux, sont chaque année à l'origine d'une quarantaine d'incendies. La Sopfeu invite la population à demeurer vigilante et à consulter l'indice de danger d'incendie avant de se rendre en forêt. L'Université de Montréal annonce un nouveau projet de campus délocalisé à Saint-Jérôme qui accueillera des étudiantes et des étudiants en médecine et en pharmacie. La région des Laurentides est l'une des régions du Québec où la pénurie de professionnels de la santé est criante, notamment du côté des médecins de famille et des pharmaciens. La faculté de médecine accueillera sa première cohorte à la rentrée automnale de 2026, alors que 24 étudiantes et étudiants seront admis. La faculté de pharmacie intégrera 30 étudiants et étudiantes dès la rentrée 2027. C'est vraiment des opportunités de jouer ici à soir. De faire quelque chose comme ça prend beaucoup de travail. On va se rappeler de nos amis. On va envoyer des bons messages en haut. Music for Cancer, TVBL, yes sir. J'aime la TVBL parce qu'elle parle des artistes et de la culture d'ici.
J'adore son équipe et la bonne humeur contagieuse de chaque plateau de tournage. Et en fait, la télé locale, c'est hyper important parce que ça parle de nous. La Coupe ASB, c'est un grand tournoi de soccer qui se tenait la fin de semaine dernière au parc équestre de Blainville et Maude Pilon-Bernier y était. Est-ce que ça s'est bien passé jusqu'à date, le tournoi? Jusqu'à date, on a été très chanceux. Surtout niveau température, on ne pouvait pas demander mieux. Là, fait qu'on est super contents. Pour tout ce qui entoure la compétition, c'est sûr que ça vient avec certains enjeux par moment. C'est des jeunes enfants qui sont pas nécessairement habitués à compétitionner à un bon niveau comme ça en tournoi. Fait qu'il y a beaucoup d'éducation de la part des entraîneurs, avec les arbitres, avec les parents aussi. Mais honnêtement, à date, on peut pas demander mieux jusqu'à maintenant. Il reste encore les finales. Fait que là, on se bat pour l'or, on se bat pour la médaille d'argent, donc à suivre s'il y aura des débordements, mais pour l'instant, ça va super bien. Pourquoi on a décidé de faire cet événement-là? Pourquoi on l'a créé à la base? Je t'avoue que c'est ce qui manquait un peu à l'AS Blainville, un tournoi majeur pour justement offrir à nos jeunes chez nous une opportunité de compétitionner à ce niveau-là. Ils ont la Ligue, qui est la Ligue civile, qui ont l'opportunité de faire à chaque été. Ça regroupe seulement des équipes de la région, donc on s'est dit on aimerait créer un événement qui regroupe, comme j'ai mentionné, plusieurs équipes du Québec. Puis tu sais, c'est rassembleur, un tournoi, c'est le fun. Il y a des équipes d'un peu partout qui se déplacent, qui viennent compétitionner. Tu sens que c'est différent des matchs de ligue de l'été. Il y a un petit enjeu de plus avec les médailles et la coupe. Fait que c'était important pour nous d'en tenir un. C'était important pour nous d'offrir ce service-là pour nos jeunes. On a débuté avec seulement le CDC, ce qui est des catégories U9 à U12. Fait que c'est les plus jeunes enfants. On s'est dit que c'était un bon point de départ là, pour notre événement. Puis à suivre si on veut développer un peu par la suite. Là, ça serait dans les plans. On a attendu combien d'équipes, combien de joueurs en tout? En termes d'équipe, on a 90 pour le tournoi de cette année. Je t'avoue que c'est quand même plus que ce qu'on espérait. On est super contents. Puis dès qu'on a sorti l'événement, ça n'a pas été long que les catégories se sont remplies assez rapidement. C'est sûr qu'on aimerait l'année prochaine, de mon côté encore plus, là, attirer encore plus d'équipes féminines. On a rempli toutes les catégories masculines cette année, que ce soit en division 1 ou en division 2. Il y a des catégories féminines qu'on a malheureusement pas pu tenir en raison du nombre d'inscriptions, mais on le sait, il faut aller les chercher un peu plus, il faut parler directement au club, il faut parler aux directeurs techniques, aux entraîneurs, pour justement que les filles se rassemblent dans ces événements-là puis qu'ils vivent le même genre de compétition que les équipes masculines aussi. Je trouve ça très intéressant et c'est vraiment bravo de pouvoir faire ça. Donc, j'entends qu'il va y avoir une autre édition. Oui, c'est sûr que la deuxième édition de la Coupe ASB, on va la tenir l'année prochaine, en espérant dans les mêmes dates, parce que ça donne bien pour les jeunes CDC. Leur saison prend fin. C'est le retour à l'école, mais c'est pas une période chargée en termes de soccer présentement. Fait que c'est sûr qu'on aimerait tenir une édition 2. On est aussi dans les discussions parce que le week-end a tellement bien été pour l'instant. On aimerait peut-être l'ouvrir pour nos catégories juvéniles, donc U13 jusqu'à senior. Alors, je veux que tu me parles maintenant de ton expérience du tournoi en fin de semaine. Comment tu as trouvé ça? J'ai aimé comment c'était organisé, puis les matchs et tout. Comment ça a été pour toi? Comment ton équipe a performé durant la fin de semaine? On a bien performé. On s'est rendu en finale. On va jouer tout à l'heure. On a encaissé 0 but, puis on a gagné contre toutes les équipes. Qu'est-ce que tu aimerais dire à des gens qui jouent au soccer, qui connaissent pas nécessairement le sport, qui n'ont pas encore joué, si que tu voudrais les encourager à performer dans ce sport? Trouvez-vous un club d'abord. Ça va vous aider à performer et vous améliorer avec d'autres personnes qui ont le même niveau que vous. Concrètement, un jeune qui vient à ce tournoi-là, à quoi il s'attend ou qu'est-ce qu'il veut découvrir? C'est sûr qu'il vient chercher un niveau de compétition élevé dans sa catégorie. On l'a vu, les niveaux des matchs jusqu'à présent, c'est très, très fort. Puis on n'est même pas rendu au final encore, fait qu'on se doute que le spectacle va vraiment être au rendez-vous. Fait que je pense que c'est une opportunité pour ces jeunes-là de venir chercher ce petit niveau de compétition de plus qu'ils vont avoir l'été en général dans leur club. Ils peuvent s'attendre à des belles installations, je pense, parce que là, juste ici au Parc Équestre, on a nos 4 matchs en même temps qui se déroulent depuis vendredi soir. Fait que c'est super intéressant. Il y a de l'ambiance, il y a du foot partout à Blainville en fin de semaine. Là, on est sur 5 sites différents. Fait que je pense qu'ils peuvent s'attendre aussi à des belles installations, un bon niveau de jeu. Je pense que l'organisation aussi, en fait, je suis confiante de dire que l'organisation, je pense que c'est une réussite pour cette année. Il y a certainement des petites choses qu'on veut améliorer pour l'année prochaine parce que, comme on a mentionné, c'est une première édition. Mais jusqu'à maintenant, on est très confiant que les gens en ont eu pour leur argent
en fin de semaine. La première édition de la Coupe ASB est sincèrement un succès. On le ressent partout ici. Je vous souhaite d'être présent à la deuxième édition. Ciao! Dans le cadre du Plan Nature 2030 du gouvernement du Québec, le Conseil régional de l'environnement des Laurentides lance un grand exercice de concertation qui vise à identifier les aires naturelles à protéger dans notre région. J'en discute avec Anne-Sophie Mona, directrice adjointe de l'organisme régional. Bonsoir, Madame Mona. Bon. Donc, vous avez obtenu le mandat d'animer ou de coordonner, devrais-je dire, à compter du 14 octobre, des tables de concertation à qui on va soumettre les 74 propositions qui touchent exclusivement la région des Laurentides. Dans un premier temps, dites-moi, d'où viennent ces propositions et qui est-ce qui va se retrouver autour de la table? Oui, bien en fait, vous avez mentionné en ouverture le plan nature. Donc, dans le plan de nature, il y a la cible gouvernementale d'atteindre 30 de protection du territoire d'ici 2030. Donc, pour atteindre cette cible-là, le gouvernement a lancé un grand appel à projets auprès de la population, des organismes de la société civile, pour que ces gens-là déposent des propositions d'aires protégées en territoire public. Donc, c'est vraiment seulement sur les terres publiques. Et n'importe qui pouvait déposer là, des projets dans les Laurentides, mais partout à travers le Québec également. Donc, c'est de là que viennent les propositions qu'on a dans les Laurentides. Oui, parce qu'il y en a eu quoi, 200 à la grandeur du Québec? Plus de 400, plus de 400 à la grandeur du Québec, oui, exactement. Puis, le deuxième volet de la question, c'était qui allait se retrouver autour de la table. En fait, on a divers acteurs. On a les communautés autochtones, les Premières Nations qui sont invitées. Et on a également un représentant par divers secteurs d'utilisation du territoire. Donc, l'idée derrière tout ça sera d'arriver à un consensus quant à l'identification des milieux naturels de grande valeur à être protégés par le gouvernement. Donc, parmi les 74 propositions, forcément, il y en a qui ne seront pas retenues, là. Tout dépendra des discussions. Est-ce qu'il faut en garder un certain nombre? Il n'y a pas une cible préétablie. L'idée, c'est vraiment d'asseoir tout le monde autour de la table, de voir qu'est-ce qui fait consensus auprès des acteurs au niveau des territoires des Laurentides, de soumettre ça au gouvernement. Parce que le gouvernement souhaite avoir vraiment l'opinion pour voir un peu l'acceptabilité sociale, des différentes propositions avant de prendre ces décisions. Donc, c'est pas un processus qui est décisionnel, mais vraiment pour informer le gouvernement. C'est quand même un processus qui est arrêté dans le temps. Vous avez jusqu'en décembre 2026 là, pour soumettre ces propositions-là. C'est un délai raisonnable? En fait, même novembre. Novembre. Oui, donc c'est un délai très, très, très serré. Ça nous donne 1 an pour concerter tous ces projets-là. Donc, oui, c'est ça. L'objectif de préserver 30 du territoire québécois, c'est pour 2030. On sait que ça prend pas grand-chose pour qu'un projet soit retardé. Là, on a un ministre de l'Environnement qui est, disons, qui est loin d'avoir fait ses preuves encore. Il y aura une élection en octobre 2026. Selon toute vraisemblance, il y aura un nouveau gouvernement. Est-ce que tout ça croyez-vous que ça peut jouer là, sur le respect de l'échéancier? Pas celui d'ici, on a parlé là, de novembre 2026. Nous, notre mandat est là jusqu'en novembre 2026, c'est lancé. Donc, mais moi, je parle de l'application du plan 2026. Après, ce qui va se passer après, ça dépend pas de nous. Par contre, c'est sûr que le fait d'avoir donné le mandat à un organisme qui est national, en fait, c'est le réseau des conseils régionaux de l'environnement qui a eu le mandat de concertation. Donc, c'est sûr que ça fait beaucoup d'acteurs sur le terrain qui peuvent influencer un peu ce qui va se passer par la suite. Donc, c'est quand même encourageant pour la suite, compte tenu du contexte, là. D'accord. Est-ce qu'il y aura moyen pour le public de suivre les discussions là, qui auront lieu autour de la table? C'est une concertation ciblée. Donc, il n'y a pas c'est pas une consultation publique, là, donc il n'y aura pas d'interaction avec la population tout au long du processus. Il y a des gens, par exemple, les porteurs de projets qui vont être tenus au fait. Il y a différents acteurs qui vont pouvoir être tenus au courant. Par contre, il n'y a pas un mécanisme prévu pour tenir les gens informés tout au long du processus. D'accord. Mais à la fin, probablement, oui, là, qu'il y aura une
rétroaction de fait par rapport aux propositions. En tout cas, on comprend qu'il y a beaucoup de travail qui vous attend oui, tout à fait, dans la prochaine année. Anne-Sophie Monard, directrice adjointe du Conseil régional de l'environnement des Laurentides, merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci beaucoup, c'est un plaisir. On est de retour avec Clara Maté-Genet. Clara, le tournoi annuel de la Classique des maires s'est tenu la semaine dernière. C'était au club de golf Le Blainvilliers. Vous étiez sur place. Oui, Claude. Donc, de nombreux maires et mairesses de la région étaient présents pour cette 29e édition de cet événement de levée de fonds. Au total, ce sont 75 000 $ qui ont été amassés pour la Fondation de l'hôpital de Saint-Jérôme et pour la Fondation Drapeau Deschambault. Alors, je vous présente un compte-rendu dans notre reportage de ce soir. Nous sommes au golf Le Blainvilliers. Oui. Et on va faire quoi? C'est le tournoi de la Fondation de l'hôpital Saint-Jérôme, la Fondation Deschambault. En fond, c'est la 29e édition de la Classique des maires. Avec cette édition-là, ça nous permet d'amasser des fonds à donner pour le bien-être des aînés qui sont en maison des aînés et en CHSLD. Ceux qui étaient parrainés déjà au préalable par la Fondation Drapeau Deschambault et maintenant aussi ceux qui sont parrainés par la Fondation de l'hôpital régional de Saint-Jérôme. Maintenant, on a vraiment les deux territoires, la MRC Rivière-du-Nord ainsi que la MRC Thérèse de Blainville. C'est les deux hôpitaux de nos régions. Les hôpitaux ont besoin sincèrement de beaucoup d'argent. On connaît le défi là, qui les touche. Et je pense que nous, c'est notre responsabilité en tant que maire et préfet là, de faire partie de la solution. Souvent, la Fondation a été à l'initiative d'acheter du matériel supplémentaire pour permettre des nouvelles opérations, des nouvelles pratiques à l'intérieur des hôpitaux. Là, dans le cas qui nous concerne, c'est une édition qui se veut mettre en valeur la zoothérapie. Donc, c'est tout l'accompagnement des soins pour les patients qui sont parallèles, évidemment, aux traitements classiques qu'on peut voir à l'intérieur des hôpitaux. C'est vraiment d'offrir des soins là, thérapeutiques, de l'animation musicale, des activités aussi là, thématiques lors de fêtes. Là. C'est vraiment ce que permet la journée. C'est un moment où les collègues, on se réunit, on profite de la belle journée. Hein. C'est une des dernières belles journées, je pense, de l'été. Donc, c'est l'occasion vraiment de discuter, de rencontrer, de réseauter aussi. Donc, c'est important pour la région. Et Enviro Connexion, en fait, c'est une compagnie qui est très impliquée dans les communautés avoisinantes de la région. Pour nous autres, c'est très important de participer à ce type d'événements-là puis d'être sur place pour pouvoir supporter les communautés. Puis la belle cause pour les aînés, les CHSLD, les maisons des aînés. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font pour la cause plus que pour la performance. Merci, Clara. On se revoit demain. À demain, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous invite à consulter l'ensemble de la programmation de TVBL sur notre site web. Toutes les émissions sont là. Vous pouvez les visionner aussi sur notre chaîne YouTube. Bonne fin de soirée.